Je réponds au nom de M. Gustave Tshibomou. Je suis assistant à l'université de Kinshasa. Je suis également vice-coordonnateur d'un réseau de jeunes économistes congolais qui envisagent un jour travailler dans les institutions internationales. Le réseau est dénommé Jeunes Cadres pour la Banque mondiale. Et également, je suis un ancien consultant individuel au niveau du projet PRAC, le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique. Et donc, dans l'ensemble, c'est un peu ce que je suis. Et je suis économiste de formation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est très intéressant de me poser cette question. Nous avons suivi avec attention, comme tout le monde, la présentation du programme du gouvernement Sama Lukonde, qui est un gouvernement dénommé gouvernement des warriors. Et donc, nous l'avons suivi avec beaucoup d'attention. Économistes que nous sommes, le point qui nous a le plus intéressé, c'est les secteurs économie et finances. Le Premier ministre a évoqué plusieurs secteurs, entre autres les secteurs liés à la paix. Il y a un autre secteur lié à la reconstruction. Et donc, nous, les secteurs qui nous ont le plus intéressés, c'est les secteurs d'économie. Et donc, dans ces secteurs, il y a eu au moins, sur les 15 piliers du gouvernement, il y a au moins 3 piliers. Ça veut dire le pilier 5, le pilier 6 et le pilier 7. Ce sont là les 3 piliers qui se trouvent dans les secteurs d'économie et finances. Et cela nous a beaucoup intéressés parce que pour le premier pilier, par exemple, le Premier ministre évoque la question de la gouvernance et l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, mais également l'amélioration de la gestion des entreprises publiques. Donc, vous savez avec nous, les difficultés que nous avons en ce qui concerne les réformes des entreprises publiques, entre autres la SNEL, nous avons la Régie des eaux, partout d'ailleurs ici, que ce soit dans la ville de Kinshasa, vous constatez que les Congolais pleurnichent matin, midi, soir. Il n'y a pas du courant, il n'y a pas d'eau. Donc, le Premier ministre devra faire face à ces défis. Et il a eu à évoquer un pilier qui va pratiquement à résoudre tant soit peu ces défis-là, à le relever. Et le deuxième pilier, c'est le pilier 6, dans lequel le Premier ministre parle de l'amélioration des climats des affaires. Ce qui veut dire que les investisseurs nationaux, tout comme étrangers, ne peuvent pas venir là où il y a du bruit. Ça veut dire les investisseurs, ou soit les investissements, n'aiment pas là où il y a du bruit. Il faut assainir les climats. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et parmi, dans ces mêmes piliers, il y a un axe que le Premier ministre a évoqué. C'est l'axe lié à la formalisation du secteur informel. Ce qui veut dire que, vous savez avec nous, que 70% de notre économie est informelle. Alors que l'État doit avoir des moyens pour pouvoir financer son programme, pour pouvoir mener des actions. Parmi les actions, il y a plus ou moins 343 actions qui seront menées dans le cadre du gouvernement. 343 actions, monsieur le journaliste. Et donc, c'est éléphantesque et il faut des moyens. Il faut un financement pour pouvoir financer ces actions-là. Et donc, le Premier ministre, au travers de la formalisation du secteur informel, ceci va lui permettre de pouvoir avoir des financements pour mener des actions dans les différents secteurs qu'il a évoqués. Il peut le rendre possible, monsieur le journaliste, c'est au travers les warriors. Ça veut dire les warriors qu'il a. Il a au moins 56 membres dans son gouvernement et chacun dans son domaine devra mener des actions. Et il faut une évaluation pour moi qui pourrait se faire même de manière trimestrielle, où on va chaque fois évaluer chaque warrior, qu'est-ce qu'il a eu à faire dans son secteur. Par exemple, ici on prend
les secteurs des finances, où on a par exemple les ministres des Finances, c'est quelqu'un que je connais très bien, un expert, Nicolas Kazadi. Nous avons l'espoir qu'il pourra apporter une expertise quant à ces domaines. Nous avons les régies financières, entre autres, la DGDA, nous avons la DGI, nous avons la DGRAD. Ces institutions-là sont en interaction aujourd'hui. Il y a un projet qui a été mis en œuvre, le projet d'interfaçage numérique. Ce qui veut dire que les informations en termes de collecte des fonds, en termes de paiement d'impôts, sont données de manière instantanée. Ça veut dire le ministre, même dans son bureau, il peut être informé d'un recouvrement qui a été fait au Nord Kivu, qui a été fait au Congo central, qui a été fait à Lubumbashi. Ça veut dire que ce projet-là est mis en œuvre et il faudra que les premiers ministres ne puissent pas rejeter des projets comme ceux-là. Ça veut dire qu'ils puissent promouvoir, continuer avec ce programme, demander ce qui évolue dans ces secteurs pour pouvoir, ces warriors. Hein, vous voyez pourquoi j'ai évoqué la question des warriors. Ça veut dire chaque individu, chaque membre du gouvernement devra se sentir responsable pour pouvoir aider le Premier ministre à pouvoir concrétiser les 343 actions qu'il a eu à évoquer lors de la présentation de son programme. En fait, mon point de vue, je suis d'accord avec le Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a ce que nous appelons chez nous, en politique économique, il y a trois mouvements en économie. Nous avons le mouvement de court terme, nous avons le mouvement de moyen terme, mais également le mouvement de long terme. Et en ce qui concerne le mouvement de long terme, c'est là où nous trouvons le progrès. Et le programme du gouvernement, du Premier ministre, il veut faire d'un État prospère, l'État congolais solidaire, mais également l'État congolais unifié. Et donc, dans cette solidarité, dans cette prospérité, le Premier ministre a jugé bon de mener des politiques qui ne soient pas seulement des politiques de court terme ou de moyen terme, mais également des politiques de long terme que nous appelons des politiques de croissance. Et dans ce troisième pilier, dans les secteurs d'économie et finance, il a parlé de la diversification de l'économie nationale. Et cette diversification devra passer par la diversification d'abord de la production, ça veut dire la diversification de produits. On doit quitter les secteurs miniers, parce qu'aujourd'hui, vous savez avec moi, que les secteurs miniers contribuent à plus de 60% au PIB national. Quand vous prenez la structure d'exportation du pays, vous allez trouver que 90% de produits qui sont exportés sont les produits qui viennent des secteurs d'extraction. Ce qui veut dire de matières premières, entre autres les minéraux et les pétroles. Et donc, la diversification devra permettre, premièrement, au pays à pouvoir couvrir la demande interne qui est financée par les importations. Cela va permettre également au pays de pouvoir garder en quelque mesure les peu de réserves de change qui pourront permettre à la Banque centrale de chaque fois d'intervenir sur le marché des changes. Et donc vous comprenez avec nous que c'est lancé dans la diversification de l'économie, c'est lancé dans les secteurs agricoles, c'est également permettre à couvrir un déficit qui est constaté au niveau des marchés des biens et services, ça veut dire la production qui est insuffisante au niveau national, mais qui, la demande est couverte par des importations. Lorsqu'on diversifie l'économie, automatiquement, ceci va permettre à ce que les consommateurs puissent consommer également congolais, et cela va permettre également à éviter les pressions que nous avons au niveau de marché d'échange. Donc c'est très très intéressant ce que le Premier ministre a évoqué, mais la question reste au niveau de la concrétisation. Donc les actions qui devront, les gens qui devront accompagner, les warriors qui doivent accompagner ce Premier ministre, les intentions sont très bonnes. Elles sont bonnes, il faut diversifier l'économie, il faut rendre la croissance économique inclusive. Le Premier ministre en a évoqué. Rendre la croissance inclusive veut dire ce que nous avons dit aujourd'hui, produire localement. Et lorsqu'on produit localement, je ne pense pas que les entreprises qui vont évoluer au niveau domestique vont pouvoir engager uniquement
la main-d'œuvre étrangère. Non, pas du tout. Ça veut dire que lorsque les entreprises vont augmenter leur production, vont pouvoir diversifier les secteurs d'investissement, les gens vont trouver de l'emploi. Et aujourd'hui, nous avons plus de 40% de la population congolaise est jeune maintenant. Et cette question, nous l'avons déjà débattue. Nous l'avons déjà débattue. Et dans le cadre toujours de nos analyses, de nos études, au sein du réseau des jeunes cadres pour la Banque mondiale, nous avons eu à faire une analyse là-dessus. Nous avons échangé avec certains de vos collègues sur cette question. L'État congolais s'est lancé à ratifier l'accord de la zone de libre-échange continentale. C'est parce qu'on a constaté qu'il y a quand même des avantages qui pourront aider l'État à la longue. Parce que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est un processus long. Ce n'est pas quelque chose où on se réveille le matin et demain on commence à exécuter l'accord de manière abusive. Non, pas du tout. Nous savons bien que notre pays dépend beaucoup plus des recettes d'exportation, mais également des recettes d'importation. Mais moi, je peux vous dire qu'il faut prendre les données que nous avons, les analyser objectivement. Vous allez constater avec moi que les exportations de la RDC, 40% des exportations vont vers la Chine. La Chine n'est pas un pays membre de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc vous comprenez avec moi que à court terme, comme je vous ai dit, le mouvement, à court terme et à moyen terme, je ne vois pas 40% des recettes d'exportation baisser du fait de l'intégration de la RDC dans la zone de libre-échange continentale. Mais les avantages qu'il y a dans cette zone de libre-échange continentale, c'est que 1,2 milliard de consommateurs devront se retrouver au sein de cette zone de libre-échange continentale. Et il y a encore une autre statistique qui est très importante. 16% du commerce intra-africain. Ça veut dire sur l'ensemble du commerce au niveau mondial, africain, seul 16% seulement est effectué entre les pays africains. Ce qui veut dire que c'est très faible quand vous les comparez par rapport au commerce au niveau de l'Union européenne. Vous partez au niveau de l'Union européenne, vous avez plus de 78% du commerce intra-européen. Mais en Afrique, on a 16%.